Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien ou très bien. C'est peut-être un sondage comme ça qu'on aurait pu lancer. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Pour vous accueillir ici sur ce plateau avec Christophe Touré. Bonjour Christophe. Bonjour Xavier, bonjour Jérôme. Bonjour. À l'occasion donc de ce géo-événement 2022, cette conférence francophone ESRI, où de nombreux utilisateurs et bien d'autres sont connectés à travers le smartphone de Christophe, parce que Christophe, le principe de l'émission, est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? Alors, le principe de l'émission, c'est de partager avec Jérôme pendant 45 minutes, sous ta direction, Xavier, qui va driver les discours, les débats, pardon, avec des illustrations que nous a amené Jérôme. Et moi, je suis le porte-parole des auditeurs et des spectateurs. Et donc, je récupère les questions que vous allez poser dans l'onglet questions de la plateforme, de la session elle-même. Vous allez poser les questions et je vais les choisir. Normalement, je ne suis pas trop difficile, je vais prendre tout ce qui tombe. Et je vais essayer de les regrouper, faire quelque chose de logique, ou d'essayer de poser la bonne question au bon moment. Et poser la question et créer de la discussion avec Jérôme. Voilà le principe de l'émission. Et donc, Jérôme, c'est Jérôme Fourquet. Vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. C'est ce qu'on appelle donc un sondeur, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous préciser exactement votre rôle, votre fonction ? Alors moi, je suis à la tête d'une équipe de 25 personnes au sein de l'IFOP, qui est le plus vieil institut de sondage français. Et donc, on est en charge de la réalisation, la production des enquêtes qu'on appelle d'opinion. Donc, il y a une grosse partie de l'IFOP qui travaille sur des enquêtes marketing. On étudie les comportements, attentes et besoins des consommateurs. Nous, on est plus sur la partie opinion. Donc, c'est typiquement les sondages qui ont fait la renommée de l'IFOP ou sa visibilité, les codes de popularité du président de la République, les intentions de vote, mais aussi typiquement là, le niveau d'inquiétude face à la reprise du Covid, les attentes, les priorités des Français en termes de pouvoir d'achat, emploi, etc. etc. Et donc, l'IFOP, c'est une entreprise privée, comme ESRI. Donc, on a des clients qui nous passent des commandes. Donc, certaines enquêtes sont publiées. D'autres restent confidentielles pour les clients. Et donc, nous, on doit s'assurer que tout se passe bien, de la construction du questionnaire à l'interrogation de l'échantillon, collecte des données, traitement, analyse, puis restitution. Comme on l'indiquait tout à l'heure, nos enquêtes portent essentiellement sur des échantillons nationaux représentatifs, selon la formule consacrée. On peut faire aussi des zooms. Donc voilà, on a interrogé les Bretons sur tel ou tel sujet ou autre, ou les habitants ou telle catégorie de la population. On a aussi des déclinaisons internationales qui sont possibles, mais on est souvent sur des niveaux d'analyse qui prennent assez peu en compte la maille géographique. Donc parce qu'on est sur des tailles d'échantillons qui permettent assez mal de descendre en granularité géographiquement parlant. C'est le premier point. Et puis deuxièmement, je pense qu'il y a aussi, parce que ça fait 25 ans que je suis dans le métier, un petit facteur culturel qui joue. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément beaucoup des géographes qui sont venus travailler dans les instituts de sondage. Ils viennent plutôt notamment dans les secteurs opinion de la science politique, de la sociologie. Et donc ils ont plutôt un regard macro et national, plutôt que la question du où, le local, est un peu moins posée. Et pourquoi vous avez une tête aussi connue ? Pourquoi on vous connaît finalement ? Est-ce qu'il y a une vraie appétence pour les sondages en France, dans les médias notamment ? Oui, alors on a un pays qui consomme beaucoup de sondages. Moi j'ai la chance de travailler à l'IFOP, donc c'est la plus ancienne maison sur ce créneau-là. Et puis j'ai eu à cœur aussi d'essayer de croiser ces analyses sondagières avec d'autres données d'enquête qui peuvent être collectées. Alors historiquement, moi je m'intéressais surtout à la géographie électorale. Et donc c'est en matchant un petit peu à la fois l'approche territoriale, géographique, la carte, et aussi le sondage, que j'ai pu produire un certain nombre d'analyses, de livres qui ont rencontré un certain écho et qui ont fait que je suis parfois invité sur les plateaux télé ou à la radio. À débattre, à présenter aussi vos travaux, les sondages qui sont produits, mais aussi toutes ces différentes enquêtes. Alors, dans votre cursus, effectivement, vous avez fait des études politiques, suivi d'un DEA en géographie. C'était où exactement ? C'était à Paris 8, donc le DEA de Yves Lacoste et de Béatrice Gibelin qui ont fondé la revue Hérodote. Et donc voilà, moi j'ai
comme beaucoup ici, depuis tout petit, la passion des cartes, et donc qui a été en partie assouvie dans ces 2A-là, et le virus ne m'a pas quitté. Même si ensuite je suis parti gagner ma vie en institut de sondage, j'ai dit qu'un jour je reviendrai avec des cartes, et donc c'est aujourd'hui ce qu'on essaye de faire, voilà, de marier les deux. C'est ce que vous essayez de faire à travers effectivement des ouvrages. Il y en a plusieurs que vous avez commis en quelque sorte et qui ont eu énormément d'écho. Il y a l'Archipel français. Avec le sous-titre, c'est Naissance d'une nation multiple et divisée. C'est ce qui vous a fait connaître. Prix du livre politique, tiens, c'est intéressant en fait d'avoir cette approche-là. C'était en 2019. Comme quoi, finalement, à travers même, y compris de la cartographie, on est capable de faire de la politique. Bien sûr, mais typiquement dans la géographie électorale, on voit comment les votes se répartissent territorialement et comment la vieille carte immuable héritée de la Révolution française entre une France catholique de droite et une France laïque de gauche, tout ça a volé en éclats au cours des 2 ou 3 derniers scrutins. Et c'est ce dont on essaie de rendre compte dans les livres. Il y a un autre ouvrage, donc c'est La France sous nos yeux, qui là est beaucoup plus récent, puisque vous l'avez sorti et publié aux éditions du Seuil en 2021. Le sous-titre, c'est Économie, paysage, nouveaux modes de vie. Alors, on va le commenter au fur et à mesure avec une différente sélection des extraits des travaux qui sont publiés, qui ne sont pas d'ailleurs que cartographiques uniquement, hein, mais ça permet de bien expliquer les choses. Alors je ne sais pas si Christophe, on a déjà une première vague de questions, pas encore, c'est peut-être un peu trop tôt. Je donc, relance. On va passer à ces commentaires. Alors, comme je l'ai expliqué, on a vu ensemble tous les deux quelques extraits de votre ouvrage, de votre livre. Donc, vous l'avez fait avec Laurent Casselli. Jean-Laurent Casselli, voilà, qui est journaliste essayiste et qui s'intéresse beaucoup aussi à la dimension territoriale, l'urbanisme, les paysages. C'est un des sous-titres du livre, puisqu'il y a à la fois la carte, mais aussi le paysage qui, quand on est géographe, nous parle beaucoup sur les transformations. Donc l'ambition de ce livre était un peu de raconter les transformations profondes que le pays a connues depuis les 40 dernières années. Ce qui consistait pas à dire qu'il s'était jamais rien passé avant, hein, c'était pas le propos, mais montrer comment tout ça avait beaucoup bougé, et puis rendre compte, autant que faire se peut, du produit fini ou semi-fini qui était sorti de la chrysalide et de la métamorphose, qui était ce qu'on appelait nous la France d'après, et donc notamment avec une approche statistique et paysagère pour montrer comment cette France, en fait, qu'on avait sous les yeux, eh bien, sans qu'on s'en rende compte forcément totalement, avait considérablement muté en l'espace de quelques décennies seulement, notamment sous l'effet de changements très profonds de notre système économique. C'est peut-être là-dessus qu'on va commencer. On va commencer là-dessus. Juste en précision, la France d'après, c'est pas la France d'après qu'on a évoquée là il y a quelques mois ou quelques années. Non, c'est pas après le Covid, c'est après la grande métamorphose qui commence quelque part dans les années 80. Il n'y a pas de datation au carbone 14. Est-ce que d'ailleurs la métamorphose est terminée ou pas, chacun en jugera. Et donc le produit sur lequel on aboutit, quand même, quand on prend un peu de recul, diffère très singulièrement de ce qu'on avait sous les yeux il y a ne serait-ce qu'une trentaine ou une quarantaine d'années. Alors, on va effectivement en fait, passer à cette analyse de vos travaux. Il y a une première chose qui est très marquante. Et d'ailleurs, ça mélange effectivement cette approche de paysage et d'évolution économique et dans la globalité de la société, c'est par rapport aux agriculteurs. Donc là, il y a une premier chiffre déjà. Oui, alors, une des idées forces, on commence le livre là-dessus, une approche un peu marxienne, mais, de dire, voilà, les changements de structure économique conditionnent énormément de choses. Et donc, s'il fallait résumer, on est passé d'une économie qui était encore beaucoup organisée autour de la production au début des années 80, donc l'industrie, l'agriculture, la pêche sur nos littoraux, à une économie qui tourne dans tous les sens du terme, aujourd'hui essentiellement autour de la consommation, du tourisme, des loisirs et de l'économie qu'on appelait résidentielle. Et donc on essaie de montrer comment les principaux piliers de l'économie productive n'ont pas disparu, mais ont été considérablement érodés, notamment ce qui est le pilier agricole. Alors là encore, l'histoire ne commence pas dans les années 80, mais tout s'accélère à partir de la fin des années 80. En 1988, par exemple, on a déjà à l'époque, on parle du déclin agricole français, mais il reste encore 1 million d'exploitations agricoles en France, et on est tombé à 380 000 l'année dernière. Donc on a perdu 2/3 du stock en 34 ans, ce qui est colossal. Et donc, on va peut-être le voir sur la carte suivante. Quand on se promène en France, on n'a pas forcément conscience de cela, puisque beaucoup de nos paysages ruraux
sont encore structurés par l'agriculture. Sauf que vous voyez que sur ces deux cartes, on a représenté le poids que pesaient les agriculteurs et leurs familles dans la population des communes de résidence de ces agriculteurs. Et donc vous avez en 90, c'est il y a 30 ans, il n'y a pas longtemps, une génération, vous voyez que quasiment toute la France rurale apparaît en vert foncé sur la carte. Les taches plus claires vous donnent l'armature urbaine du pays. Et donc dans tous ces endroits-là, les agriculteurs représentent encore 25, 30, 35% de la population locale. Comme on dit à la bourse, ils sont plus majoritaires, mais ils sont une sacrée minorité de blocage, parce qu'à 30-35%, vous ne faites rien sans eux dans la commune. C'est souvent un des leurs, d'ailleurs, qui est le maire de la commune. Et en 2016, donc 25 ans plus tard, il y a 26 ans d'écart entre les deux cartes, vous voyez comment le poids de la population agricole s'est complètement rétracté sur les territoires les plus enclavés. Vous voyez le Massif central, la diagonale du vide, et que partout ailleurs, y compris dans l'espace le plus rural, eh bien aujourd'hui, même chez eux, les agriculteurs et leurs familles pèsent au mieux 10-15% de la population. Encore une fois, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu quand vous vous promenez dans ces endroits-là, mais souvent, c'est plus un des leurs qui est le maire de la commune, et c'est plus eux qui donnent le là à la vie du village, de la commune. Et donc ces communes sont devenues, dans les endroits où il y a un joli patrimoine touristique et une météo assez clémente, des zones de villégiature. On vit beaucoup du tourisme vert. Et puis dans d'autres endroits moins bénis des dieux, c'est souvent, et je caricature et je vais très vite, des communes dortoirs où résident des gilets jaunes qui vont travailler dans la grande métropole la plus proche. Et donc on ne peut plus aujourd'hui mettre un signe d'égalité entre ruralité et agriculture, puisque le poids, j'allais dire, sociologique et démographique de ces agriculteurs s'est comprimé, s'est contracté en l'espace d'une génération seulement. Alors, la tendance avait commencé bien avant. On a eu des gros effectifs agricoles jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre. Mais on a souvent coutume de penser que l'essentiel de la déflation s'est opéré dans les années 60-70. Or, les chiffres sont têtus. En 88, il y a encore 1 million d'exploitants agricoles. Et donc, voilà, on a essayé de mettre le projecteur sur la brutalité, la rapidité de ces transformations. Et si on met en face la production agricole, elle augmente. Oui, elle a plutôt augmenté. La surface agricole utile ne s'est pas contractée de la même manière, puisque, en gros, quand l'agriculteur est parti à la retraite, le voisin qui restait a repris l'exploitation. Donc là, on arrive sur d'autres types de problématiques, le recours à la mécanisation, aux intrants chimiques, etc., pour assurer la même production ou davantage, avec beaucoup moins de monde, un endettement aussi très fort de tous ces effectifs agricoles. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Les données que vous récoltez au fur et à mesure, elles proviennent d'où? Comment vous les rafraîchissez? Alors, c'est un vrai sujet, un vrai souci. C'est-à-dire que nous, à l'IFOP, on a la chance d'être producteurs de données pour un certain nombre de données de sondage. Mais pour réaliser ce type de travaux, il faut aller puiser à différentes sources. Et en fait, on est un peu des ensembliers qui vont picorer à droite, à gauche. Alors là, c'est des données du recensement, typiquement. J'allais dire tout bêtement, mais encore faut-il les traiter, les mettre en forme. On peut avoir des données de marché. Et donc, on est toujours, nous, à la recherche, à l'affût de sources de données. On nous parle beaucoup, et je pense que ça parlera aux gens qui nous regardent, d'open data. Mais les gens qui s'en occupent savent que ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de claquer des doigts. Souvent, la donnée, elle n'est pas structurée. Elle ne correspond pas exactement à ce que vous recherchiez. Ce n'est pas les bornes temporelles dont vous aviez besoin. La maille géographique est soit trop fine, soit trop large, etc., etc. Et donc, il y a tout un travail de collection de cette information, de mise en forme, pour ensuite l'intégrer dans le pulse plus général. Et j'irais peut-être même, avant même la collection de ces données, il y a le fait déjà de savoir si ces données existent et où puis-je les trouver. Donc ça, souvent, on fait appel à des gens qui savent circuler dans l'univers de l'open data un peu mieux que nous. C'est un vrai métier. J'en profite pour poser des questions qui se raccrochent à ces sujets-là. Quel outil, donc on parle à des gens qui utilisent des logiciels de SIG en l'occurrence, mais ils sont voilà. Donc quel outil utilisez-vous pour traiter, analyser vos données, en fait, les données? Quel type d'outil vous utilisez? Alors, pour ce qui est des données de sondage, on a des logiciels qui sont développés spécifiquement pour cela. Et pour la cartographie, là, c'est pas moi qui les réalise personnellement. Je travaille avec des cartographes qui ont des logiciels de cartographie qui sont souvent beaucoup plus sommaires que ceux d'Esri, mais qui nous permettent de sortir des cartes. Parce que, encore une fois, moi je travaille, je suis plutôt quelqu'un de l'écrit,
Et donc, c'est plutôt de la production de notes ou d'ouvrages. Et donc, on n'est pas encore passé au stade de l'interactivité qui nécessiterait voilà, des investissements très importants. Et encore une fois, moi j'essaye à ma modeste échelle d'introduire la cartographie dans l'univers des instituts de sondage, mais c'est pas le réflexe habituel, et donc de dire il faut qu'on achète un logiciel de carto, que quelqu'un accessoirement soit embauché pour le faire tourner. On me dit bon. Mais ça va pas tarder, parce que vous nous disiez tout à l'heure, en entendant y compris les échanges qu'on avait pu avoir auparavant dans le club SIG, que ça allait pouvoir être le cas, parce qu'effectivement ça vous semblait être intéressant. Ça donne ça donne des sens. Ça donne... Alors, chez moi, une autre question qui moi m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que vous utilisez, a priori non, mais pourquoi pas, la géographie, la dimension géographique de la data pour redresser, corriger ou valider les données, vos données de sondage, par exemple? Non. Alors, ces échantillons, pour qu'ils soient estampillés national représentatifs, ils respectent un certain nombre de quotas, qui sont des quotas sociologiques, d'abord démographiques, sexe, âge, socioculturels, la profession et souvent de plus en plus le niveau de diplôme. Et on ajoute bien évidemment des données, des paramètres géographiques, c'est-à-dire que l'échantillon est stratifié, comme on dit dans le jargon, sur deux variables géographiques qui sont la région et la taille de l'agglomération. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on prend en compte et qu'on intègre. Et donc si besoin, on redresse à la fin, mais en général, il n'y a guère besoin parce que l'échantillon, il est conforme à ce qu'on a demandé. C'est comme ça qu'on intègre, on prend en compte la dimension géographique. Mais ensuite, il n'y a pas de traitement complémentaire qui est apporté. Ok, je propose qu'on reparte sur... Oui, tout à fait. Sur les illustrations, parce que la prochaine phase qu'on avait choisie, justement, je voulais en venir, dans ces représentations un petit peu basiques des choses d'un point de vue géographique, on a cette première. Donc là, pour avoir ces chiffres-là sur l'essor d'Intermarché, vous êtes rapproché de qui? D'Intermarché directement? D'Intermarché directement, voilà. D'accord. Donc c'est eux qui vous ont donné ce graphe-là. Voilà. Et alors, ils nous ont donné ces données. Ensuite, par recherche sur Internet, vous pouvez croiser les sources, des articles ou autres, etc. Mais c'est beaucoup plus long. Parfois, pour une même année, vous allez avoir deux chiffres différents. Donc, tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là le savent bien. Et donc là, typiquement, c'est bien ce basculement d'une économie de la production à une économie de la consommation. Donc, on a vu comment la France agricole s'était contractée et comment, dans le même temps, alors on n'a pas pu, là, j'ai juste les chiffres en volume du nombre de magasins d'Intermarché, leur évolution dans le temps, je n'ai pas la localisation. Mais donc pour nos spectateurs, en 1980, donc là encore, on ne raconte pas une histoire inédite. La grande saga de la famille Leclerc commence en Bretagne dès les années 50. La grande distribution se déploie tout au long des années 60-70. Mais l'accélération du déploiement géographique, c'est à partir des années 80. Donc typiquement pour Intermarché, c'est 310 magasins en 1980, 1385 10 ans plus tard. Donc on a fait le calcul, c'est un rythme d'ouverture de 2 magasins par semaine pendant 10 ans. Et donc, ils transforment, eux et leurs concurrents, la France en une gigantesque zone de chalandise. C'est-à-dire que le moindre chef-lieu de canton qui se respecte aujourd'hui doit avoir son supermarché avec tous les magasins franchisés, le parking et le rond-point qui va bien autour. Et donc, on donne naissance, dimension paysagère, un élément emblématique de cette France d'après que le monde entier nous envie, qui s'appelle la zone commerciale de périphérie, qui a fleuri en entrée ou en sortie de toutes les petites et moyennes villes de France. Avec cette présence particulièrement typique d'Intermarché dans vraiment les campagnes reculées. Alors, chaque groupe de la grande distribution, quelque part, je ne sais pas s'il y a eu un Yalta officieux, mais on s'est réparti le territoire. À Intermarché et Système U, plutôt la France des chefs-lieux de canton ou des sous-préfectures, et à d'autres, Carrefour et Auchan, plutôt les préfectures ou les grandes métropoles. Mais on a maillé complètement le territoire, et de mémoire, on est à plus de 15 000 super et hypermarchés aujourd'hui en France. Donc, encore une fois, tout ça commence dans les années 60, mais s'accélère d'une manière tout à fait stupéfiante à partir des années 80 et 90. Et cette progression que l'on voit là, elle risque de retomber peut-être un petit peu, en tout cas de s'inverser, parce que la diapo suivante va nous montrer un nouvel essor. C'est ce nouvel essor du e-commerce et de la logistique qui a trait à ce e-commerce. Alors, effectivement, dans cette société de la consommation, le temple a été pendant très longtemps la grande surface, voire l'hypermarché.
Et aujourd'hui, il y a une autre forme qui se développe de plus en plus, vous l'avez mentionné, c'est le e-commerce. Donc là où on amène carrément le produit chez le client lui-même. En 2005, la FEVAD, qui est l'organisme qui fédère tous les acteurs du e-commerce, enregistrait un chiffre d'affaires de 8 milliards. En 2020, ils étaient à 120 milliards. Donc on a dans le livre la courbe, qui est assez stupéfiante. Et ils ont 2 points communs, ces secteurs du e-commerce et de la grande distribution. C'est le fait qu'ils nécessitent derrière eux une redoutable logistique, un appareillage logistique tout à fait puissant pour pouvoir desservir historiquement les points de vente, mais maintenant de plus en plus le client, à J+1. Et donc c'est un autre élément tout à fait emblématique sur le plan paysager et géographique de cette France d'après, c'est tout ce qui a trait à l'émergence et à la construction de tous ces entrepôts. Alors dans le jargon, on appelle ça les EPL, entrepôts et plateformes logistiques. Là, il y a des données typiquement qui sont publiées par le ministère de l'Équipement, qui en recensait il y a quelques années 4500 de plus de 5000 m². Vous savez, c'est les grandes boîtes à chaussures en métal. En général, c'est le rond-point d'après Intermarché sur la route d'accès à l'autoroute, puisque cette économie de la production, cette économie industrielle, elle était irriguée par le rail, et l'économie de la consommation, elle est irriguée par la route, par le bitume. Vous avez en France aujourd'hui 400 000 chauffeurs routiers. Donc dans cette France d'après, il y a plus de chauffeurs routiers que d'agriculteurs. Donc c'est aussi un élément. Et c'est typiquement des types de profils qu'on a retrouvés sur les ronds-points au moment de la crise des Gilets jaunes. Avec un élément emblématique de ce monde de la logistique, c'est la palette en bois qui a servi de carburant pour les bras zéro, de briques de construction pour les cabanes des Gilets jaunes. Et c'était justement dans ces endroits-là, à proximité des entrepôts ou des zones commerciales de périphérie, que le mouvement des Gilets jaunes a pris son essor. Et là aussi, sur le plan géographique, c'est intéressant de voir les basculements. C'est-à-dire que historiquement, on a manifesté place du Général de Gaulle ou devant place de la préfecture, et qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, on s'est donné rendez-vous sur le rond-point de Décathlon ou le parking du Super U. Et donc on voit bien comment le centre de gravité, même symbolique et politique, se déplace avec les mutations, les transformations de notre économie. Donc là, on a représenté les principales implantations d'Amazon, alors c'était les plus grosses plateformes, et de leurs concurrents. Et on montrait comment, historiquement, ils ont privilégié ce qu'on appelle la banane bleue, c'est le grand axe qui relie le nord au sud de l'Europe, puisqu'il résonne en logisticien, c'est-à-dire être à proximité immédiate à la fois des flux de communication, les grandes autoroutes, et dans une économie de la consommation, la matière première, c'est le consommateur, donc il faut être à proximité immédiate des grands bassins de consommation, qui sont notamment le bassin parisien pour la France. Certainement aussi des points d'arrivée, des flux commerciaux internationaux dans les grands ports européens. Et quelque part, on voit que Le Havre-Rouen n'est pas trop sur la route par rapport à Rotterdam et Anvers qui sont au-dessus, là. Alors, tout à fait. Et quitte à ce que Rotterdam et Anvers, on voit la route qui passe vers Lille. Oui. Alors, ça, c'est pour ce qui est du e-commerce, même si toute la vallée de la Seine, aujourd'hui, c'est très intéressant à suivre, voit se développer énormément d'activités logistiques, souvent en lieu et place d'anciennes industries. C'est-à-dire que Le Havre est très bien placé puisque c'est la porte d'entrée des containers qui viennent d'Asie notamment pour desservir le plus grand bassin de consommation européen qui est l'Île-de-France. Et donc on a toute cette économie logistique qui s'installe là. On est dans l'optique du zéro artificialisation et donc on a des friches industrielles et donc on va remplacer l'usine de montage ou la vieille raffinerie par un entrepôt Amazon ou Ikea ou je ne sais quoi dans l'arrière-port du Havre. Et donc, encore une fois, avec cette approche cartographique et paysagère, on essaie de raconter les mutations de notre système économique. Alors, si je peux me permettre, après, et on parlait de cartographie, de mode de représentation, etc., à travers des cartes telles que celles que l'on voit là à l'écran, on est dans l'ultra schématique. C'est vraiment, en fait, c'est qu'un prétexte. On comprend la lisibilité, elle est claire. Vous ne cherchez pas le souci cartographique en tant que tel. Alors, il y a différents types de cartes. Vous voyez que les cartes précédentes sur la population, le poids de la population agricole, là, on est à la commune près. Là, c'est des schémas un peu de synthèse où on a été nous-mêmes placer les points sur la carte. Alors, on a fait ça sérieusement. Mais il y a différents types de cartes. Il y en a qui sont plus schématiques et d'autres qui sont très, très pointilleuses puisqu'elles sont appuyées
sur des données à la commune, voire au bureau de vote, par exemple, quand on travaille sur des votes sur une grande ville. Je ne disais pas que c'était la France des moches, parce que la France des moches, c'est la carte que l'on va voir après. Mais alors, il va falloir vraiment que vous vous expliquiez sur cet intitulé-là. Alors, elle n'est pas de nous, cette expression. Mais donc, on passe à la carte suivante. Oui, c'est ça, en fait. Voilà, exactement. Alors, là, cette carte, elle a été produite par un cartographe et un statisticien qui s'appelle Mathieu Garnier, qui nous a accompagnés. Et donc, qui vise à illustrer un chapitre important dans notre livre. C'est à côté de cet essor de la consommation, il y a le poids croissant de toute l'économie résidentielle, les agences immobilières, le tourisme, l'immobilier, bien évidemment, et qui est sous-tendu ou appuyé sur cette carte qui vise à représenter l'inégale désirabilité territoriale de la France. Et donc on pourrait dire que tout en haut, on a la France triple A, celle qui fait rêver tout le monde, où on veut partir en vacances, voire même habiter et travailler en télétravail. Et puis tout en bas, il y a la France de l'ombre, la France moche, celle qui fait rêver personne, qui est un peu le territoire repoussoir. Alors comment Mathieu Garnier a construit cette magnifique carte ? Eh bien, il est parti du principe que les 35 000 communes françaises n'avaient pas toutes un office du tourisme, mais elles avaient toutes une page Wikipédia. Alors ne me demandez pas comment il a fait. Il est allé récupérer la data sur le nombre de connexions sur chacune de ces 35 000 pages des 35 000 communes françaises sur une dizaine d'années. Il a ensuite annulé l'effet de taille de la commune, parce qu'on peut penser qu'une commune plus peuplée, elle va susciter plus de trafic. Et donc, il a construit un indice. Les communes qui étaient beaucoup cliquées, visitées sur Wiki, où on cherchait de l'information, et celles qui n'intéressaient personne. Et donc, on a projeté ensuite ça sur la carte, en essayant de montrer, voilà, la France qui brille, la France qui prend la lumière, et celle qui reste toujours dans l'ombre. Alors, l'échelle de couleur est assez éloquente. On est en rose, plus fuchsia quand on fait rêver, et en noir très sombre ou en gris très sombre quand on n'intéresse personne. Et donc, on voit cette carte qui, comme vous pouvez le constater, est plus organisée autour de la production industrielle ou autre, mais c'est plutôt sur une économie touristique et résidentielle. Donc, on a le cœur des grandes métropoles qui apparaissent en rose, tous les littoraux, la France du Sud. Là, si on jouait à Monsieur ou Madame Météo, on comprend les bouchons l'été. C'est-à-dire que toute la zone noire du nord-est qui descend dans la zone rose. Les zones de montagne, plutôt les sommets que les fonds de vallée. Si vous regardez sur les Alpes, on voit se dessiner les fonds de vallée. Et puis, à l'inverse, les zones de l'ombre, les piémonts des montagnes, les grandes couronnes périurbaines des principales métropoles, l'arrière-pays, 10-15 km du littoral, et puis quand même des effets géographiques, plutôt le nord-est que le sud, avec un facteur météorologique. Et on peut même aller, en regardant la diapo suivante, à un niveau de détail dont on parlait tout à l'heure, ce niveau vraiment local. Voilà, alors on n'est pas trop loin encore de l'heure du repas, donc on peut aller en Bourgogne. Et donc vous voyez, même si on ne connaît pas bien sa géographie, l'espèce de petite coulée rose qui va de Dijon à Beaune, c'est la route des vins de Bourgogne, Côte de Nuit et Côte de Beaune, et donc qui génèrent énormément de trafic sur Wikipédia, mais qui sont aussi très désirables touristiquement, économiquement. Vous prenez une ville comme Beaune, par exemple, 25 000 habitants, il y a 800 références Airbnb sur une ville comme Beaune. Et donc il y a à la fois l'économie du vin, mais aussi le no-tourisme aujourd'hui, qui a un effet d'entraînement qui est tout à fait massif. Et il y a un sujet très controversé en France, c'est la réalité du phénomène de ruissellement économique, fiscal. Donc nous, on ne s'aventure pas sur ces sujets un peu glissants. Mais vous voyez que le ruissellement sur le plan géographique, souvent, il est très limité en termes de rayons. C'est-à-dire que la manne touristique, elle va se déverser sur le point précis ou quelques communes autour. Et vous voyez que là, l'intérêt pour les communes à quelques kilomètres, quelques encablures seulement de la route des vins est très faible. Là où on grince un peu des dents aussi, c'est que cette carte, en gros, on peut la superposer à une carte des résultats électoraux. C'est-à-dire que les résultats du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron domine très largement sur la route des vins. Et dès qu'on s'écarte un peu de la route des vins, Marine Le Pen voit ses scores s'envoler. Chacun a une parfaite conscience de sa position géographique dans un territoire donné. Est-ce que je suis dans la France triple A, double A, simple A, ou est-ce qu'au contraire, je suis dans la France moins désirable ? Si vous arrive de douter de votre positionnement, il y a un indice qui ne trompe pas, c'est la main invisible du marché avec le prix du mètre carré.
Donc vous savez à peu près vous situer sur cette échelle de désirabilité. J'ai une question, une remarque, une question de Corinne qui nous dit mais des clics sur Wikipédia, c'est pas forcément un signe de popularité. Je rajouterais la question de popularité actuelle ou par exemple, il y a des villes qui peuvent être concernées par une histoire riche, par exemple, ou un fait historique divers, qui n'est pas synonyme d'attractivité actuelle. Tout à fait. Contemporaine. Tout à fait. Donc, ce n'est pas un paramètre qui est à prendre totalement au pied de la lettre. On peut dire qu'il y a beaucoup de collégiens, élèves qui, pour leur exposé, sont allés cliquer sur telle ou telle commune, et donc ça fait monter le taux de clic. Mais il se trouve qu'en général, sur le terrain, ces communes bénéficient aussi quand même d'un flux touristique quand historiquement il s'est passé quelque chose. Si on va dans la France du Nord-Est, qui n'est pas la zone la plus désirable du pays, eh bien, vous voyez qu'il y a des effets du tourisme mémoriel, par exemple. Une petite commune comme Douaumont, qui est au lieu de la bataille de Verdun, eh bien, aujourd'hui, c'est une toute petite commune, elle bénéficie d'une manne de cette économie, cette économie mémorielle, de ce tourisme mémoriel. Et là encore, si je reprends mon exemple évoqué tout à l'heure, tout ça se lit dans les résultats électoraux. C'est-à-dire que dans ce département, Marine Le Pen écrase Emmanuel Macron au deuxième tour, mais la commune de Douaumont, c'est Emmanuel Macron qui est devant, parce qu'il y a un apport économique. Donc souvent, effectivement, l'attrait intellectuel de la commune ne dit pas forcément l'attrait touristique, mais ça va souvent ensemble quand même. Corrélé. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions relatives au sujet en cours? Alors, pas vraiment. Je reviendrai sur les sondages après. Le temps qu'elles arrivent, c'est vrai qu'on peut mettre les parallèles. Hein, on peut aller très très loin là sur la désirabilité des territoires et des communes et qui s'analyse à travers le temps. Vous avez apporté une autre analyse à travers le temps également sur la construction des logements et c'est quelque chose d'assez significatif. Vraiment, les couleurs sont marquantes là-dessus. Alors, vous voyez que on a mis du rose pour la France, qui n'est pas forcément la plus dynamique. Donc là, c'est encore une carte de Mathieu Garnier. Donc, typiquement, là, ce que vous indiquiez tout à l'heure, où est-ce qu'on va chercher les données? On s'appuie aussi sur des gens qui savent où aller chercher la donnée ou qui ont l'idée. Et donc, il avait détecté un fichier qui indique, commune par commune, la proportion du parc immobilier qui a été construite à telle ou telle période. Et donc, on a cartographié sur cette carte la période de construction majoritaire, pas forcément 50%, mais majoritaire dans la commune. Donc vous avez en rose, en gros, toute la France rurale, où le parc immobilier, pour l'essentiel, majoritairement, était construit avant la guerre de 14-18. Vous avez, très intéressant, on parlait de Verdun à l'instant, en orange, les zones où la majorité de la construction date de l'entre-deux-guerres, et vous voyez apparaître la ligne de front. C'est-à-dire que c'est un peu l'Ukraine aujourd'hui. Sur la ligne de front, il ne reste rien. Duel d'artillerie massif. Et donc, il a fallu tout reconstruire. C'est le premier élément d'explication. C'est aussi des endroits qui sont moins désirables. Et donc, on n'a pas ensuite reconstruit dessus, puisque la démographie est assez atone. Et donc, du coup, la période de construction majoritaire, c'est l'entre-deux-guerres. Et vous avez ensuite, en ocre pâle, on ne la voit pas beaucoup sur la carte, les communes où la construction majoritaire, c'est la reconstruction, les 30 Glorieuses. Ça correspond juste quand même, c'est une petite bagatelle, à l'ensemble des cœurs des grandes villes françaises, où beaucoup de choses, alors il y a des choses qui avaient été détruites, mais beaucoup de choses aussi ont été construites, notamment de l'habitat vertical, pour faire face à un exode urbain qui a été plus tardif en France. Et donc on a toute l'armature urbaine. Et puis on a ensuite, dans des teintes de bleu, vous avez toute la France, j'allais dire, qui paysagèrement est la France contemporaine, qui est construite à partir des années 70. Et là, c'est la carte de l'étalement urbain. Et donc, vous prenez un département type, il y a une petite tache ocre au milieu, c'est la préfecture. Un atoll bleu clair, c'est la périurbanisation, c'est la France des lotissements. Et puis, quand on s'éloigne encore un peu, il y a un peu de lotissement, mais il reste majoritairement des constructions qui sont d'avant 19. Et donc, on a du rose. Et puis, en bleu foncé, vous avez typiquement autour de Toulouse, autour de Rennes par exemple, la poursuite de l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'il y a des communes où la majorité de la construction
date d'après 90, donc voire d'après 2000. Donc on voit que ça pousse encore très fort. Et puis vous avez aussi toute notre... On a parlé des littoraux tout à l'heure, de Biarritz à Brest. Si vous remontez l'Atlantique, vous êtes dans une espèce d'ambiance, paysagère, urbanistique, qui est très moderne, puisque l'essentiel ou la majorité du parc immobilier est construit après les années 70. Vous faites le même chemin à 50 km dans les terres, on est dans un autre espace-temps, sans jeu de mots, et donc on aime beaucoup cette carte. On a l'occasion, sur cette conférence notamment, encore hier, de parler de l'accessibilité des cartes par rapport au choix des couleurs. Comment est-ce que vous déterminez justement cette mise en lumière d'un territoire par rapport à un autre? Comment est-ce que vous déterminez les couleurs? Alors, ça c'est un grand débat de cartographes. Il y a des couleurs qui sont un peu imposées. Typiquement, quand on fait de la cartographie électorale, aux États-Unis, la droite est en rouge et la gauche est en bleu. Chez nous, c'est l'inverse. On ne va pas colorier le score du Parti communiste en bleu, par exemple. Et puis, ensuite, il y a des choses qui sont un peu intuitives. Sur la carte précédente, ce qui était plus désirable, on l'a mis en rose. Ce qui était moins, on l'a mis en noir. Là, sur celle-ci, on aurait pu prendre un jeu de couleurs très différent. Donc, c'est ensuite, c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, dans votre métier. Il y a comme dirait Latage, les goûts et les couleurs. Il y a ensuite la patte du cartographe. Du cartographe, des discussions aussi avec l'auteur, en allant quand même, ce bleu, il ne me plaît pas, il faut qu'on en change. Et donc, on essaie d'avoir des choses qui soient assez harmonieuses et en même temps le plus visuel possible, parce que la carte doit à chaque fois essayer de faire passer un message. Elle doit être précise, on ne peut pas s'amuser à tordre les choses. Donc, elle doit refléter la réalité, mais elle doit aussi, c'est un objet de pédagogie, donc de faire passer les choses. Et donc, si en plus elle peut être belle, eh ben, ça ne gâche rien. Mais on a bien senti que l'émergence dans les deux élections présidentielles d'Emmanuel Macron, voilà. En Marche et Renaissance, etc., a posé des problèmes de couleurs. De couleurs, tout à fait. Aux cartographes, des problèmes de couleurs, de positionnement de la couleur, voilà, de définition, d'éruption d'une nouvelle couleur dans le neutre en blanc. Voilà, bon, le centre du cercle de couleurs n'est pas facile. En plus, il y a des contraintes, des cartes qui sont de plus en plus sur le web, sur des écrans, voilà. Avec des éditions qui sont faites aussi à la fois pour la presse écrite, voilà. Et donc il y a des contraintes voilà. Différentes. Et qui ne sortent pas de la même manière sur votre écran et sur le papier. Sur le papier, exactement. Ouais. Et donc on est parfois un peu frustré. Voilà. Et autant on peut parler des verts en disant que c'est les verts, ça c'est facile, autant il y a cette autre carte qu'on va voir maintenant à l'écran, qui va nécessiter de votre part un sacré travail d'explication pour qu'on comprenne bien le sens de ces couleurs, de ces changements de couleurs. Oui, alors là, c'est un autre fichier auquel on a eu accès. C'est un fichier de l'INSEE qui recense, c'est pas forcément très joyeux, tous les décès intervenus en France, commune par commune, département par département. Et il y a comme information, pour chaque individu, le lieu de naissance et le lieu de décès. Et donc, on a cartographié sur cette série de cartes le pourcentage de décédés dans le département qui étaient nés dans ce même département. Le poids des natifs versus les hors-saints, si on était en Normandie, on parlerait comme ça. Et donc, le choix de couleur qui a été fait, c'est de colorier dans les teintes rouges les départements où le poids des natifs était le plus élevé. Et donc, vous voyez qu'en 72, eh bien, dans toute la France... la plus excentrée, la pointe de la Bretagne, l'Alsace-Moselle, le Nord, ou les régions enclavées, le Massif central, sans même parler de la Corse, on a encore une grande majorité des décédés qui sont du coin. Et puis on a cartographié en bleu, du teinte bleu clair au bleu plus foncé, les départements où le pourcentage, d'halogène parmi les décédés était le plus important. Et sans trop de surprise, on a l'Île-de-France, grand lieu de brassage, également toute une partie de la Côte d'Azur. Et on voit progressivement ce qu'on a appelé, en clin d'œil à certains slogans de la campagne électorale, le grand déménagement, comment les Français ont bougé progressivement et comment la carte a vu le rouge diminuer de plus en plus au profit du bleu. Et donc vous voyez très bien les axes de circulation sur la dernière carte de 2019. Vous avez une diagonale sud-ouest là, qui suit la ligne de TGV, donc en gros de Paris jusqu'à Tours. On voit que de plus en plus décédés dans ces endroits-là ne sont pas nés dans le département en question. Vous voyez comment, à partir de PACA,
tout le littoral méditerranéen quasiment a viré au bleu et qu'il ne reste quasiment plus beaucoup de départements dans les teintes les plus orangées, ce qui indique un très fort brassage et une très forte circulation de la population. Ah oui, c'est tout à fait passionnant. Alors, il y a des particularismes. La Corse Voilà. est vraiment étonnante. Alors la Corse, pendant très longtemps, on a exporté en Corse, et beaucoup, notamment à Marseille ou ailleurs. On comprend aussi les problématiques très brûlantes sur le plan politique en Corse, où les nationalistes parlent depuis longtemps d'un remplacement de population avec une arrivée massive de continentaux. Et donc ils arrivent plutôt en bonne santé, même s'ils sont à la retraite, mais ils finissent à un moment par décéder. Et donc vous voyez qu'en 2019, vous avez une majorité des décédés en Corse qui ne sont pas natifs de la Corse. Et donc ça dit également beaucoup de choses. Et je précise juste, sur ces cartes, on s'est concentré uniquement sur la population qui était née en France. C'est-à-dire mobilité, j'allais dire, métropolitaine. Et donc on ne prend pas en compte, si vous intégrez en plus la population qui est née à l'étranger, là on a des proportions qui sont encore bien plus importantes. Et dans votre métier, vous êtes amené, notamment au niveau politique, à faire des projections. Est-ce qu'à partir de cette carte et de cette évolution, que vous expliquez tout à l'heure, c'est grâce à vos données accumulées depuis des années, plus votre expertise, que vous êtes capable de faire ces projections, notamment en politique. Est-ce qu'à partir de ces données-là, vous êtes capable de dire quelle sera la tendance et la couleur de la Corse dans quelques années ? Alors, nous, notre travail, on n'est pas sur la projection. Vous savez, on fait des intentions de vote. Attention. Voilà, et donc c'est comme son nom l'indique, c'est ce que les gens ont l'intention de voter. Et on n'est pas Madame Soleil, donc je ne peux pas vous dire qui va gagner en 2027, peut-être même qu'il y aura des élections avant 2027. Donc on est très prudent et modeste là-dessus. Ensuite, et là alors on est sur des exemples assez parlants, on est sur de la démographie. Et donc s'il y a bien un endroit où il y a de l'inertie, c'est la démographie. Et donc vous voyez ces phénomènes-là, alors il peut y avoir des bascules historiques en disant il y a un mouvement qui s'inverse. J'y crois pas beaucoup. On nous a beaucoup parlé de la revanche des villes moyennes au moment de la crise du Covid, en disant que le développement du télétravail, les gens vont quitter les grandes métropoles massivement. C'est une réalité. Il faut la quantifier. Est-ce que c'est des millions d'individus? Je ne pense pas. Et ensuite, où vont aller s'installer ces gens qui quittent les grandes métropoles? Et là, on peut retourner sur la carte noire et rose de tout à l'heure. Les données, notamment sur le marché de l'immobilier, semble nous indiquer, on avait un peu l'intuition, que ces gens qui se mettent en mouvement vont préférentiellement aller s'installer plutôt dans la France AAA que dans la France qui était un peu moins désirable. Et vous voyez comment flambent, encore plus que d'habitude, les prix de l'immobilier sur tout le littoral atlantique. Historiquement, on avait deux populations qui pouvaient choisir d'habiter là où elles voulaient, les retraités aisés. La retraite tombe que vous soyez à Vierzon ou à Saint-Malo, et donc j'ai rien contre Vierzon, mais Saint-Malo c'est très bien. Et puis vous avez toute une partie des professions libérales, notamment les professions de santé. Vous voyez qu'on n'entend jamais parler de déserts médicaux à Biarritz, sur la Côte d'Azur, ils sont tous là-bas. Bon, et avec le Covid, on a une troisième population qui a pu se mettre en mouvement, c'est celle des cadres qui télétravaillent à plus de 3-4 jours par semaine. Donc ils ont deux caractéristiques, ils télétravaillent et en même temps ils ont un certain pouvoir d'achat. Et donc ils peuvent aller choisir d'aller s'installer un peu où ils veulent. Ils l'ont déjà fait, c'est une espèce de version test, galop d'essai au moment du premier confinement. Beaucoup sont allés se confiner au bord de la mer, dans leur résidence secondaire. Et donc là, c'est accéder à un fantasme ultime, qui est celui de travailler et vivre au pays des vacances. Vous savez, le 31 août, là, quand vous faites les valises, vous dites c'était quand même sympa, là, on retourne à Bordeaux, on retourne à Paris, on était quand même bien ici. Et donc voilà. Et donc, pour revenir à votre question, cette tendance à la circulation de la population et au fait qu'il y ait une très forte pression sur des zones qui sont touristiquement et résidentiellement privilégiées ne va pas s'inverser, bien au contraire. C'est cette inertie dont on va voir un exemple peut-être à travers le dernier juste slide. Même, en termes de politique publique, on a pas mal de gens qui nous écoutent, qui travaillent dans des collectivités territoriales. En termes de politique publique, ces mouvements de population, même s'ils sont lents, n'en restent pas moins impactants pour des politiques publiques qui elles-mêmes sont pas non plus d'une agilité folle. C'est-à-dire, par exemple, la disponibilité des services publics de santé,
d'éducation si on parle de télétravail, mais aussi de santé si on parle de migration en fonction de la retraite, etc., ça ne va pas se mettre en place rapidement non plus. Non, alors sachant qu'il y a quand même une inertie, et qu'il y a certains territoires, ça fait longtemps qu'ils voient arriver la vague. Là où il y aura peut-être des éléments de rééquilibrage, on parle pour les heureux membres de la France AAA, typiquement sur cette France littorale, où justement pour les services publics, il y avait un véritable casse-tête, c'était comment je dimensionne mon parc de services publics avec une population qui passe, qui fait x10 ou x5 entre la saison estivale et le reste de l'année. Et là, avec ce phénomène de birésidentialisation, des gens qui vont décider de s'installer moitié de la semaine dans la résidence secondaire, eh bien, on a des flux de population qui vont être un peu moins importants. Il y a aussi, pour les personnes qui travaillent dans les collectivités locales, il n'y a pas uniquement le littoral qui va bénéficier d'une manne, il y aura quand même un certain nombre de villes moyennes, notamment celles qui sont à proximité des grandes métropoles, bien desservies par le TGV, qui vont accueillir une population. Là, je parle de la population la plus aisée. Et puis, si on revient sur notre carte en bleu, en rose, en ocre, on peut aussi penser que le phénomène d'étalement urbain, n'en déplaise à ceux qui défendent le zéro artificialisation, va continuer de se poursuivre parce que, typiquement ici en Île-de-France, l'attachée de direction ou la secrétaire du cadre qui est en télétravail, si elle aussi elle est en télétravail à 3 jours par semaine, elle ne va pas, compte tenu de son salaire, aller s'installer à Saint-Malo. Par contre, elle peut se dire que si elle n'a plus le trajet à faire que 2 fois par semaine, peut-être qu'elle peut aller se mettre 4-5 stations RER plus loin, ce qui lui permettrait d'avoir un bout de jardin ou une chambre supplémentaire pour ses enfants. Et donc, on va avoir aussi sans doute la poursuite de l'étalement urbain à la suite de cette bascule qui s'est appelée le Covid. Les Américains, toujours un peu d'avance sur nous, ils parlent des Zoom Towns, c'est les villes Zoom, où, notamment en périphérie de New York, sont arrivés toute une partie de la population télétravailleuse. Et c'est ce qui fera peut-être l'objet de votre prochain ouvrage, puisque au rythme de vos ouvrages, c'est tous les 2 ans à peu près. Peut-être, je ne vais pas vous mettre la pression, mais en tout cas, vous pouvez peut-être en profiter de cette dernière minute-là d'échange pour peut-être faire un appel à ceux qui pourraient vous transmettre de la donnée à travailler, à avoir de la matière pour le prochain livre. Écoutez, oui, très volontiers. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, la recherche de données, parfois inédites, c'est quand même un gros travail. On n'a pas forcément connaissance ou conscience que ces données existent, qu'elles sont accessibles. Et donc, si certains sont généreux et disposés à nous contacter pour nous fournir un certain nombre de choses, on est tout à fait ouvert. Vous voyez qu'on est assez ouvert d'esprit. Cette dernière carte, c'est une de nos préférées. Alors, elle est très schématique. On va faire un peu d'histoire. C'est un hommage qu'on a rendu à l'école des Annales. Lucien Febvre, qui était figure tutélaire de cette école, avait lancé ses enquêteurs dans les années 30, partout en France, pour cartographier les usages des graisses de cuisson. Puisqu'il disait les Français, ils sont assez ouverts en matière alimentaire pour tester de nouveaux légumes, de nouveaux animaux, mais ils vont les accommoder à la façon dont ils accommodent le reste. Et donc l'invariant dans l'univers gastronomique, c'est ce que vous mettez au fond de la marmite et au fond de la poêle. Et donc il avait fait dresser cette carte. Ce qui régnait en maître, et les médecins en étaient horrifiés, c'est le Saindoux. Et puis il y avait 2 autres France, la France du beurre en Bretagne et dans le Nord, et puis la France de l'huile d'olive sur le littoral méditerranéen dans la vallée du Rhône. Et donc on a cartographié, là, vous voyez, c'est moi qui l'ai faite, elle n'est pas très gracieuse cette limite, mais c'est comme ça qu'elle ressortait. Le tracé, c'était la limite historique de la zone de chalandise de l'huile d'olive. Et à l'IFOP, nous avons reposé sur une grande enquête de 10 000 personnes une question, quasiment 80 ans après, sur quelle est la graisse de cuisson majoritairement utilisée chez vous. Et donc, on peut faire le lien avec le grand déménagement, c'est-à-dire que on voit comment l'univers de l'huile d'olive a explosé littéralement, est sorti de sa zone historique, a même franchi, sacrilège, le nord de la Loire, que le Saindoux a disparu, et qu'il y a encore une France du beurre, mais qui s'est considérablement rétractée. Et donc tout ça dit beaucoup, à la fois sur les mouvements de population, on revient aussi sur le poids de la grande distribution, harmonisation des modes de consommation, vous allez trouver les mêmes types d'huile
quand il n'y a pas de pénurie à Quimper ou à Marseille. Mais ça dit énormément, c'est-à-dire que ça peut paraître un peu anodin, mais ça nous explique aussi comment, en quelques générations, en quelques années, notre société, même dans ses fondements les plus profonds, a quand même été très fortement chamboulée. Il y a pas mal de triple A quand même pour l'île d'Olive. Oui, alors il y a aussi ça, parce que je vois les Yvelines et les Hauts-de-Seine, par exemple. Voilà, et alors vous voyez aussi sur le littoral atlantique, et donc là aussi, il y a tout un imaginaire, le régime grec, méditerranéen, c'est plus... donc il y a aussi l'attrait de la Provence, etc., etc. Et donc il y a des zones qui font de la résistance encore, mais tout ça a été chamboulé. Alors attention, hein, c'est pas toujours le sud qui gagne. Là, c'est l'huile d'olive. On a une autre carte sur la bataille au moment de l'épiphanie entre la galette des rois, frangipane ou pas frangipane. Donc sans frangipane, c'était le sud. Et on voit que là, du coup, c'est la frangipane qui descend très loin maintenant dans le sud de la France. Il y a un peu de résistance des gâteaux des rois, comme on dit sur le pourtour méditerranéen. Et tout ça, encore une fois, nous dit à la fois les mouvements de population et aussi le brassage des référents culturels. Et comment cette France des terroirs, sous l'effet de l'urbanisation, de l'émergence des zones commerciales de périphérie, de l'accès aux mass médias et autres, a été complètement tourneboulée. Et donc c'est ce qu'on essaye de montrer à travers ces cartes et ces graphiques. Très bien. En tout cas, ça nous a donné l'appétit. On va finir sur la galette. Sur la galette. J'ai une petite question d'Arnaud là, qui brûle les lèvres de tout le monde. Je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse, mais vous le sentez comment cet automne 2022 avec ces problèmes socialement, avec ces problèmes de mobilité dus à la grève Alors là aussi, on peut faire le lien avec tout ce qu'on s'est dit. On a, d'après nos enquêtes, et l'INSEE le mesure aussi, entre 2 tiers et 70% de la population française, ça parle un peu moins à Paris, mais qui se dit très dépendante ou assez dépendante au quotidien de la voiture. Et la désindustrialisation est passée par là. Il nous reste 6 raffineries en France, qui sont opérées chacune par quelques centaines de salariés. Donc, à quelques centaines d'individus, vous pouvez fermer un robinet qui est indispensable aux 2 tiers ou à 70% de la population. Si on fait le parallèle avec les grèves de la SNCF, vous avez 14 000 chauffeurs, conducteurs de train, quelques milliers d'aiguilleurs qui font circuler 5 millions de Français. Donc lancer un mouvement à la SNCF, ça nécessite de mobiliser énormément de monde, enfin des volumes relativement importants, pour bloquer 5 millions de la population. Alors le but, c'est pas de les bloquer, hein, mais c'est de faire un rapport de force. Alors que là, à quelques dizaines d'individus bien placés, on a parlé tout à l'heure du Havre, l'étang de Berre, le couloir de la chimie au sud de Lyon et Donge. Et là, vous avez 50 ou 100 grévistes sur ces 4 points-là. Et en quelques jours, vous avez les manifestations qu'on connaît avec ces pénuries de carburant. Donc ça, c'est le premier point. On voit la très grande dépendance à la voiture, la contraction de notre, appareil productif. Et puis, sur comment on voit les choses, on rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, il démarre sur une bonne idée, c'est de rajouter une taxe sur le produit qui est déjà le plus taxé en France. Donc, en général, ça finit mal. Mais il y avait le sous-jacent, c'est que le prix au litre, pour le diesel, c'était 1,40 € quand ça démarre. Et donc là, j'invite tout le monde à regarder le prix au litre dans sa station préférée. Donc on est très au-dessus, excusez-moi. Et donc, si on débloque rapidement ce que je pense, la question de la pénurie, va se reposer dans les semaines et les mois qui viennent, la question du prix des carburants, avec télescopage de calendrier. Au 31 octobre, normalement, la ristourne de Total, 20 centimes qui passe à 10 centimes, et une baisse aussi de la ristourne gouvernementale. Et donc mon petit doigt me dit, on ne fait pas de projection, mais que le quoi qu'il en coûte a encore 2 beaux jours devant lui, puisque les carburants aujourd'hui en France sont aussi sensibles que ne l'était le cours du blé et de la farine sous l'Ancien Régime. Ouais, et on va mettre le paradoxe peut-être au final de ce que vous rappeliez en début d'entretien sur ce poids des agriculteurs qui finalement ne sont pas si nombreux que ça. Ils ne bloquent pas forcément le pays, l'alimentation. Ça, c'est un autre débat. Enfin, alors ils peuvent, mais vous voyez, ils n'ont plus la masse critique et on a encore une capacité. Ils sont quand même très, très éclatés. Et donc, on a des capacités d'alimentation qui sont... Voilà. Alors que sur cette question des carburants, c'est quand même hyper concentré.
Et donc, il y a un poids stratégique de quelques opérateurs. Alors, vous avez vu que là, ça fait couler beaucoup d'encre, cette question des réquisitions. C'est 4 personnes. Donc, vous avez quand même les noms et les prénoms. Il y a 4 ou 5 personnes sur une raffinerie. Et à eux seuls, ils vous débloquent la situation. Donc, c'est quelque chose qui est quand même... Mais ça nous dit aussi beaucoup du poids de l'automobile, encore dans nos vies. Alors, peut-être quelques derniers chiffres. Au début des années 90, on avait 75% de la population qui était des foyers qui disposaient d'un véhicule en France. On était à 50% à Paris Intramuros. Donc il y avait un différentiel de 25 points, on dirait une différence de degrés. Aujourd'hui, on est monté à 82% de la population des foyers français qui sont motorisés, mais on est tombé à 35% à Paris Intramuros. Donc maintenant, il y a 50 points d'écart. Donc, alors, c'est plus un sujet à Paris. Vous n'avez pas un éléphant bleu, etc., etc. Dans Paris Intramuros, rappelez-vous le film Ciao Pantin de Coluche. Ah oui. Il est début des années 80, il est pompiste à Paris. Aujourd'hui, on retourne Ciao Pantin, on va lui trouver notre profession parce que c'est plus crédible qu'il soit pompiste. Donc on a un découplage comme ça entre Paris et dans une moindre mesure quelques très grandes métropoles où la voiture n'est plus centrale, et puis tout le reste de la France, pas uniquement la France périphérique, pour qui la voiture, c'est absolument vital. Et donc ça risque d'être tendu dans les mois qui viennent, sachant que, là on a parlé des prix de l'essence, on aura à partir du 1er janvier, moins fort qu'ailleurs, mais une hausse des factures d'électricité. Et donc si on combine ça avec un éventuel fin des ristournes sur l'essence, on risque, sans jeu de mots, d'avoir quelque chose qui soit assez inflammable. Bon, voilà. On va éviter de tout brûler là. Déjà, on a brûlé beaucoup de temps. On était beaucoup plus long que prévu. C'était passionnant. C'était passionnant. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet, pour être venu ici sur ce plateau. Et on rappelle en fait que l'émission, si vous ne l'avez pas vue jusqu'à la fin, est disponible en replay et que les sessions qui ont peut-être commencé pendant ce temps-là, ne sont pas... Non, Christophe ? Me rassure. Je sais pas, il nous reste 2 minutes là. Il reste 2 minutes. Non, c'est tout bon. Non, c'est 45 normalement. C'est 45. Oui, oui. Donc vous retrouverez en fait tous les programmes de cette conférence en replay, bien évidemment. Merci de votre attention. À bientôt. Merci Jérôme. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci bien.